Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, c'est l'ancien représentant de l'OEA en Haïti, le Brésilien Ricardo Seitenfus. Quand il était en poste en Haïti, on avait l'habitude de le recevoir ici, mais ça fait déjà un bail qu'on ne s'est pas parlé. Mais il est encore présent à travers ses bouquins titrés « L'échec de l'aide internationale, dilemme et égarement », écrit à contre-courant. Il y a un ouvrage en cuisine actuellement. Nous éprouvons un grand plaisir de pouvoir, à travers cette émission, renouer les anciennes habitudes avec M. Seitenfus, qui nous parle en direct du Brésil. Bonjour, M. Seitenfus, bienvenue en Haïti à travers Métropole. Merci, Wendell. C'est un plaisir de renouer, comme tu dis, les vieilles habitudes de participer à ton programme. Je salue et je désire une très bonne année à tous les auditeurs et auditrices et également à toi et à ton équipe. Voilà, me revoilà de nouveau. Je suis en train de finir dans la cuisine ou dans le four un nouvel ouvrage sur Haïti, écrit à contre-courant au fil du temps, Haïti 2007-2024, qui réunit tous mes écrits sur Haïti, éparpillés un peu partout, dans la presse et dans les ouvrages scientifiques, et également les réactions de certains commentateurs ou de certains lecteurs au sujet de ces écrits. Donc ça doit sortir ce mois-ci ou plus tard, le mois de mars, chez C3 Éditions à Port-au-Prince. Pourquoi, Monsieur l'ambassadeur, autant d'intérêt de votre part pour Haïti? Je me pose la question souvent, Wendell, et auditeurs et auditrices. Je suis arrivé à un certain nombre de conclusions. D'abord, pas c'est un cas, je dirais pas unique, parce que tous les cas sont uniques, mais c'est un cas emblématique, celui d'Haïti. Le titre de l'interview que j'accordais en 2010 au temps de Genève disait s'il y a un exemple d'échec de l'aide internationale, c'est Haïti. Et je crois que c'est un exemple, un mauvais exemple, mais évidemment, de ce qu'est l'aide internationale. Et donc, ça m'intéresse en tant que spécialiste des relations internationales, mais également, je me suis attaché pendant très longtemps et j'ai un ouvrage à la 8e édition sur les organisations internationales. Et pour moi, c'était une découverte de voir comment elles fonctionnaient depuis l'intérieur, parce que j'avais seulement une vision comme académique, comme chercheur. En venant en Haïti, à partir de 93 la première fois, mais ça tournait court à cause d'une maladie, et ensuite à partir de 2004, 2005, ensuite comme représentant en Haïti en 2009, 2010, 2011, Haïti m'a pris parce qu'il y a tous les dilemmes et les égarements, comme c'est le sous-titre de mon livre sur Haïti, sur l'échec de l'aide, de la coopération internationale. Et d'ailleurs, l'emblématique cas haïtien, dans la Caraïbe, à quelques kilomètres du Cuba, à quelques kilomètres des États-Unis, interroge, n'est-ce pas? Et je me suis dit, comment ça se fait que la grande puissance aujourd'hui, la seule peut-être grande puissance mondiale, laisse les choses aller d'une façon si évidente, si éclatante et si déroutante dans deux pays où l'échec de la politique étrangère des États-Unis sont le plus évidents, Cuba et Haïti, pour des raisons complètement différentes. Donc, il y a toute cette série de raisons, mais également des sentiments. Je dirais que la raison s'ajoute quelques motivations du cœur, parce que je trouve l'histoire d'Haïti non seulement fascinante, mais emblématique également, non pour nous,
mais pour l'humanité, n'est-ce pas? Haïti a connu des avatars de son indépendance, mais également un peuple extraordinairement intéressant, avec tous les ingrédients, tous les éléments qui attirent l'attention du chercheur. Donc je suis très étonné que tout au long de l'histoire de l'Haïti indépendante, l'université, l'académie, les chercheurs étrangers se sont si peu intéressés pour Haïti, au point que, par exemple, dans les manuels scolaires ou même dans les universités françaises et autres, Haïti n'est pratiquement pas mentionné. Donc, j'ai dit il faudrait réparer tant qu'il peut cette injustice faite à l'histoire d'Haïti. Donc, je me suis attaché et j'ai inventé, Wendell, téléspectateurs et téléspectatrices, également une autre motivation d'ordre médical. Vous savez que le moustique de la dengue s'appelle scientifiquement Aedes aegypti. Et j'ai inventé qu'il existe un moustique dans l'ouest de l'île espagnole qui s'appelle Aedes aegypti. Et lorsque tu es piqué par ce moustique, tu tombes amoureux de cette histoire, de ce pays, de cette île. Je comprends. Est-ce que, pour avoir rédigé autant d'ouvrages sur Haïti, à travers lesquels vous évoquez l'efficacité de l'aide internationale ou encore vous faites état de l'échec de l'aide internationale, est-ce que ça veut dire que vous êtes dans la droite ligne de la démarche de Trump qui, dès son premier jour, dans le cadre de son retour, remet en question l'aide internationale, notamment l'aide américaine à travers l'USAID. Est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche de Donald Trump? Pas pour les mêmes raisons, n'est-ce pas, évidemment. Il est en train de le faire pour abandonner Haïti. Il est en train de le faire pour couper l'aide d'une façon générale aux pays en développement. Il le fait, ça touche tous. Non, pas seulement Haïti, touche tous les pays du Sud, même le Brésil. Il y avait des formations, des brigades anti-incendie en Amazonie qui étaient financées par la USAID et ça a été supprimé. Donc, non, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Je ne veux pas rappeler ce qu'il a dit sur Haïti dans la campagne précédente. Il a un autre objectif. Mon objectif est un objectif de construction. Et lui, c'est un objectif de destruction. Quand je fais des critiques constructives. Je signale ce qui ne va pas et j'essaie d'indiquer de nouveaux chemins. J'essaie de dire il y a une incompatibilité entre les niveaux socio-économiques qu'on trouve en Haïti, le niveau de développement, et la démocratie formelle. Il y a un problème avec l'agriculture haïtienne, il y a un problème avec les importations, il y a un problème d'affaiblissement et de presque, je n'aime pas l'expression faillite, mais de presque disparition de l'État, n'est-ce pas, dans ses fonctions régaliennes, comme par exemple l'ordre public, la police, n'est-ce pas, mais ça, on s'en parlait d'autres. Donc, pour moi, je fais un constat et je signale des chemins possibles. Et lui, non, lui, il veut la table rase, non, il veut tout en finir et ne pas considérer Haïti comme quelque chose à être sauvé, quelque chose à être aidé, quelque chose à être indiqué dans une stratégie mondiale. Selon votre compréhension du rôle de la communauté internationale, quelles devraient être les attentes du peuple haïtien pour un appui de la communauté internationale afin de sortir de cet enfer, si je peux m'exprimer ainsi? Au risque et au péril de vous décevoir, je dirais qu'Haïti doit compter sur ses propres forces, sur ses propres qualités, sur son propre peuple pour en sortir de cette histoire. Non seulement de cette histoire présente, de la question de l'insécurité, mais également pour l'avenir, pour les autres défis fondamentaux d'Haïti. Il n'y a pas des pays qui soient sortis de l'ornière, qui soient sortis du sous-développement avec l'aide internationale. L'aide internationale
peut-être en appoint, peut-être en complément. C'est une volonté nationale qui doit prévaloir. Donc, si on se réfère depuis 1986, 1987, combien d'interventions, entre guillemets, ou de participation, des projets, à commencer par la PNH, par exemple, ont eu comme moteur la coopération internationale. Et c'est autant d'échecs. C'est autant d'échecs. Je constate qu'il y a, en ce qui concerne l'avenir d'Haïti, une déresponsabilisation collective. Et l'affaire d'Haïti appartient aux Haïtiens. Okay. Aux Haïtiens, pas à l'élite haïtienne, au peuple haïtien. Et donc, il ne faut pas crier secours à l'étranger, parce que dans une blessure si grave, si profonde, qui touche les entrailles et l'âme d'Haïti, simplement un sparadrap qui vient de l'étranger ne va pas les résoudre. Et s'il les résout, c'est momentanément, parce qu'on va de crise en crise, de transition en transition, et depuis 40 ans, presque 40 ans, Haïti est dans cette situation. L'année prochaine, ça va compléter 40 ans de transition. Donc, Haïti, c'est ce que j'ai dit, Haïti a inventé ce que Trotsky avait inventé, la révolution permanente. Haïti a inventé la transition permanente. Or, la transition, c'est quoi? C'est reculer pour mieux sauter. Et Haïti recule, ne saute pas. Ne saute pas, ne devient pas, n'a pas d'institution, par exemple. Et je ne veux pas pointer du doigt quels sont les fauteurs, les fautifs, les responsables. Il y a à l'étranger et sont des responsables domestiques aussi. Le fait est qu'on va d'échec en échec, non seulement de la société haïtienne, mais également et de la politique haïtienne, de l'élite politique haïtienne, politique et économique, mais également internationale. Donc il ne faut pas... la catastrophe est trop grande pour trouver seulement un responsable. On est trop au fond du trou. On est dans un... non, on n'est plus au bord du précipice, on est dans le précipice. Selon vous, il revient aux Haïtiens d'assumer leurs responsabilités, de résoudre la crise, de ne rien attendre de la communauté internationale, encore moins de l'administration de l'administration Trump, hein, M. Saitenfus. Je crois qu'il faudrait attendre ce qu'ils peuvent le faire, c'est-à-dire en appoint, en appui, mais laisser la responsabilité aux étrangers, c'est des responsabilités des Haïtiens. Combien de projets ont été initiés en Haïti et lorsqu'ils ont été transférés vers les Haïtiens ont échoué? Combien? Il y a des centaines, des milliers. Haïti, c'est connu comme étant le cimetière de la coopération internationale. Donc, il faut se rendre compte, il faut dire le cas de vérité. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas cacher la vérité. Donc, il y a un problème international avec l'aide, on sait, l'industrie de l'aide et les ONG qui sont incontrôlées et incontrôlables, mais également il y a un problème haïtien. Par exemple, je vais seulement citer un exemple. Il faut récupérer la capacité agricole, de production agricole haïtienne. Et rien n'est fait, ou pratiquement rien n'est fait à ce sujet. Il faut régler l'histoire avec la République dominicaine. Et on voit très bien que les deux pays se regardent en chien de faïence. Ce n'est pas possible. Avec la contrebande qui traverse la frontière poreuse d'Haïti, avec les expulsions d'Haïtiens et des Dominicains d'origine haïtienne des Républiques dominicaines, il faut qu'on ait une police nationale républicaine en Haïti. C'est la seule force organisée, hiérarchisée et armée dont possède le pays. Donc, il ne faut pas que cette force devienne un acteur politique. Il y a plusieurs éléments que je citais maintenant, mais il y a d'autres encore. Il faut donner l'espérance à la jeunesse haïtienne. Et ce n'est pas demain la veille. Donc, cet ingrédient des gangs aujourd'hui, c'est une échappatoire qu'une partie de la population, des jeunes, n'est-ce pas, de 40 à 50% des membres des gangs sont
sont des mineurs, c'est au moment des 18 ans. Donc, il ne faut pas que la seule issue des Haïtiens soit la mer, soit le boat people. Il faut qu'Haïti retrouve un espoir. Et l'espoir ne peut venir que des Haïtiens. Vous avez dit une fois, au micro de Métropole, évidemment, que le président René Préval était le politicien le plus brillant de son époque. Or, nous sommes dans une transition permanente, pour reprendre vos propres mots, Monsieur l'ambassadeur, sans vouloir, par exemple, accuser quiconque ou encore jeter l'anathème sur nos dirigeants, est-ce que ça voudrait dire que l'intelligence de nos dirigeants n'a pas servi à grand-chose en termes de résolution de la crise, de cette crise permanente ou encore de cette transition permanente? Je ne sais pas si c'est l'intelligence ou les intérêts, n'est-ce pas? Mais pour revenir à Préval, lorsqu'il est décédé, j'ai écrit un article au Nouvelliste, Préval est mort, vive le prévalisme. C'est quoi le prévalisme? C'est la concorde, c'est le dialogue, c'est faire ce qu'il a fait en 2006-2007, après 2008 ça a tombé à l'eau, un gouvernement d'union nationale. C'est ça, c'est les dialogues. L'international voulait que Préval quitte le pouvoir en février 2011 et également que personne autour de Préval ne soit son successeur. C'est pour ça qu'on a truqué les élections de votation de 2010. Et c'est pour ça qu'on a mis un deuxième lieu. Et c'est pour ça qu'on a eu cette crise qui commence à ce moment-là par l'influence, par la décision des États-Unis. C'est les États-Unis, c'est Hillary Clinton, c'est Cherry Mills, c'est les États-Unis qui, à ces moments-là, ont décidé que Martelly serait le président. Et on voit à partir de là qu'il y a une nouvelle dimension de la crise haïtienne. On allait commettre des erreurs et on va en crescendo jusqu'à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Voilà, donc il y a cet imbriquement, Wendell, téléspectateurs, téléspectatrices, entre l'international et les domestiques. Et je ne jetterai pas l'anathème sur l'intelligence, parce qu'ils sont très malins et très intelligents, au contraire de ce qu'a dit le président Macron, les dirigeants haïtiens, l'élite haïtienne, j'ai écrit un article sur cela, sur la sémantique de l'exclusion, arrivent à tirer l'épingle du jeu. Ils sont très, très intelligents, très adroits, mais en faisant, par exemple, cette transition permanente. Pourquoi on fait la transition permanente? Parce qu'on ne veut pas donner la parole au peuple. Parce qu'on veut l'exclure. Et ça, ils arrivent à le faire avec maestria. Depuis 40 ans, ils le font. Il est de haut et de bas, mais depuis 40 ans, on est en transition. Le seul pays qui commence maintenant, c'est le 20e. Le 20e, vous vous rendez compte? On a la 12e transition dans la transition, 12e transition dans la transition. Là, l'émission des Nations Unies en Haïti, avec les titres qu'on veut, mais c'est aussi plus d'une dizaine. À quoi ça servira une nouvelle intervention des Nations Unies en Haïti? On n'est pas à la veille de cela, mais il faut se poser la question. On ne va pas commettre les mêmes erreurs du passé. Je disais, quand j'étais en Haïti, je disais à mes collègues, essayons d'innover au moins pour les erreurs. Ne répétons pas les erreurs du passé. Donc, au contraire de ce qu'on peut s'imaginer, les dirigeants haïtiens, les politiciens haïtiens sont très adroits, sont très intelligents, dans une masse reconnue ou perçue comme étant en culte et incapable de choisir son destin, c'est eux qui choisissent. Donc, Préval, il sortait du lot. Pourquoi? Parce qu'il dialoguait avec tous. Avec l'international, mais également avec les forces politiques haïtiennes. C'est pour ça que cette voie, ce prévalisme, la médiation, l'utilisation de la politique à bon escient, et pas pour exclure, mais pour inclure, c'est Préval qui l'a fait. Donc il arrive à la fin de son mandat, il transmet malgré tout ce qu'on lui a fait à Martelly, et voilà, il meurt tranquillement, il ne va pas en exil. Donc on aurait besoin d'un Préval aujourd'hui.
On aurait besoin d'un travail qui écoute, qui entende, qui rapproche les positions, qui arrondisse les angles, qui fasse de l'inclusion, mais pas. On n'a pas, on ne le trouve pas. Il y a un exemple d'Adolfo Suarez. J'ai écrit un article également. Où est-il l'Adolfo Suarez qui était responsable pour la transition politique en Espagne du franquisme à la démocratie et qui a joué un rôle fondamental. Et on ne voit pas dans l'horizon politique haïtien un homme qui aurait pu être Préval, il n'est plus là, qui pourrait jouer, un homme ou une femme qui pourrait jouer ces rôles. Une question à deux volets. Des responsables évoquent la nécessité de transformer ce que nous avons ici comme mission multinationale en mission onusienne. Est-ce que vous êtes pour? Deuxième chose, en tant que Brésilien, quelle coopération Haïti pourrait-elle avoir avec votre pays en matière de sécurité? Évidemment, quand on sait que votre pays a une certaine expérience, le Brésil avait déjà déployé des casques bleus en Haïti dans le cadre de la MINUSTAH. Qu'est-ce que l'on pourrait espérer, par exemple, de votre pays, le Brésil, en termes de coopération en matière de sécurité? Pour la première question, Wendell et auditeurs, auditrices, c'est évident qu'une opération de paix des Nations Unies demande un consensus entre les 5 membres du Conseil de sécurité, membres permanents, pour que cette opération ait lieu. Donc, transformer les MMAS en opération de paix ce n'est pas impossible, mais il faut l'accord de la Chine et de la Russie. Ce n'est pas demain la veille non plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cela résoudrait pour les États-Unis un problème qui est crucial, qui était crucial avant sous Biden et qui devient maintenant capital, qui est la question du financement. Les États-Unis essayent de participer et de promouvoir les opérations de paix, comme disait Susan Rice, parce qu'elle coûtera aux États-Unis 25% seulement de ce que coûterait une opération faite par les États-Unis. Aujourd'hui, la mission multinationale n'est pas une opération de Marines, mais est financée par les États-Unis. Plus de 80%, 90% est financé par les États-Unis. Les États-Unis, disait Susan Rice, devraient appuyer toujours les opérations de paix parce qu'il y a un rabais de 75% dans le coût de ces opérations par rapport à des opérations unilatérales des États-Unis. Donc ça, c'est un élément essentiel et probablement, suivant la logique, Trump va appuyer la constitution de cette supposée opération de paix. Mais la Russie et la Chine ne sont pas de cet avis en disant que les conditions ne se remplissent pas pour une opération de paix parce qu'Haïti n'est pas une menace régionale. Abinader a dit l'autre jour qu'Haïti est devenu une menace internationale, ou en tout cas une menace régionale. On verra, c'est toute une question de perception politique, n'est-ce pas, subjective de la situation haïtienne. Elle va devenir une menace comme elle était devenue en 2004, seulement s'il y a beaucoup de boat people qui se lancent dans la mer de Caraïbes, n'est-ce pas? Ça a toujours été comme ça là. D'autre part, du point de vue moral, c'est difficile à avoir une opération de paix en bonne et due forme des Nations Unies, parce que comme Ban Ki-moon a dit à la fin de son mandat, que les Haïtiens détestent les Nations Unies, n'ont pas confiance aux États-Unis, aux Nations Unies, à la suite de la crise, le scandale du choléra. Et pour cause, n'est-ce pas? Et pour cause. Donc, il faudrait que le mandat de cette supposée, peut-être, un jour, opération de paix, soit très restreint, très clair, parce qu'on ne peut pas avoir des soldats de la paix qui amènent la paix et qui, en fait, conduisent à la mort, n'est-ce pas? Il y a entre 30 et 50 000 Haïtiens qui sont morts à cause du choléra, emportés par les Nations Unies, parce qu'Haïti n'avait jamais eu de choléra. Donc, il y a des questions morales, des questions techniques, des questions politiques, des questions financières
Et on n'est pas demain la veille de cela. Aujourd'hui, c'est un bric-à-brac. On verra si les forces, surtout le PNH, puissent effectivement avoir le dessus. Au sujet du Brésil, vous savez, Lula a décidé d'envoyer des soldats brésiliens en 2004 en Haïti. C'est Lula, c'est lui-même. Je raconte ça dans mon livre, tous les dessous de ces affaires. Mais la conséquence politique intérieure pour le Brésil et pour la gauche brésilienne était catastrophique. Parce que 8 généraux qui ont passé par la MINUSTAH et qui ensuite ont été remerciés, ont reçu des diplômes, des éloges des Nations Unies, sont devenus des ministres de Bolsonaro. Donc, ils ont recouvert une aura en disant on résout les problèmes internationaux, même les plus difficiles, comme c'est le cas d'Haïti, et donc on va résoudre les problèmes brésiliens. Donc, alors, on n'a rien résolu, comme on le sait, vous savez, vous tous, toi, Wendell, et les téléspectateurs et téléspectatrices, mais en fait, chat échaudé a peur de l'eau froide. Oui. Et la gauche brésilienne, aujourd'hui, Lula, à nouveau au pouvoir, craint beaucoup de se mêler des affaires haïtiennes, d'autant que du point de vue de la sécurité, Wendell, les téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons au Brésil 2 sortes de police. Il y a une police fédérale qui est assez remarquable, mais avec des effectifs restreints, et des polices des États de la Fédération, qui sont très nombreux. Mais il faudrait donc convaincre des policiers des États brésiliens ou de quelques États à participer. Je crois, Wendell, pour introduire déjà un autre sujet, je crois que le Brésil pourrait aider dans un autre sens, sur un autre plan, c'est dans l'organisation des élections. Et cela, je suis le seul, je l'avoue, à défendre cela avec l'introduction du vote électronique. Parce que l'électeur haïtien ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec son vote. On les trouve dans la décharge publique, on les trouve brûlés, on les trouve dans une rivière, on les trouve partout, sauf on ne les compte pas. Donc, avec le vote électronique, on ne peut pas truquer. Trump n'a pas pu truquer sa première défaite. Il a voulu prendre le Capitole. Bolsonaro n'a pas pu truquer le vote électronique. Il a essayé de prendre le pouvoir le 8 janvier. Maduro a innové. Il a perdu les élections. Il sait qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché les actes électoraux. C'est-à-dire, il a caché le vote électronique en disant qu'il avait une panne d'ordinateur. Donc, le vote électronique, il est inviolable. Il est vraiment le reflet de la volonté du peuple. Et ça, il semble que ni les Haïtiens, l'élite, la politique haïtienne, ni les internationaux, puisqu'ils ont changé de résultats en 2010, ne sont pas prêts à donner la parole au peuple haïtien. Donc vous êtes favorable à ce choix-là? Non, je suis totalement favorable. Au fond de l'Amazonie, Wendell, au fond de l'Amazonie, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, on vote avec l'urne électronique. Pourquoi? Parce qu'on amène des batteries. Et c'est un système fermé sur lui-même. Personne ne peut le toucher. Personne ne peut toucher. Personne ne peut changer le résultat. Ça, c'est dramatique pour les acteurs politiques. Pour les 266 partis politiques, parce qu'ils savent très bien qu'il on ne peut pas truquer. Tandis que lorsqu'on vote un papier, on dit « Ah, ici, il y a une tache, ici, c'est déchiré. Ici. On fait ce qu'on veut. On prend les urnes, on les brûle. Donc là, c'est essentiel. S'il y a un conseil que je peux donner au nouveau CEP, au nouveau directeur général, allez-y faire le vote électronique. Je sais que le temps manque. Je sais que le temps est restreint. En 2009, j'ai essayé de commencer à faire cela et j'ai été dissuadé par tous en disant non, pour des raisons techniques, pas d'électricité, on n'a pas le temps. Mais j'allais commencer à faire cela quand même à Washington, les gens de l'ER m'ont dit non, Haïti ne mérite pas ça, laissons tomber, laisse comme ça. Ça, c'est la crise permanente. Parce que tout commence là, Wendell. Tout commence là. Lorsqu'il y a trop de perdants, il y a un seul gagnant. Tout commence là. Tout le problème. Je ne dirais pas que la démocratie ou
le désir, la volonté de la majorité résout tout. Je ne dis pas que les élections, c'est un karma, c'est une solution pour tout. Mais sans élection, rien ne sera résolu, Sans élection, rien ne sera résolu. Nous savons que le président du CPT avait fait état de la possibilité qu'on mette de côté deux départements géographiques et électoraux un peu plus importants. Est-ce que le vote électronique pourrait aider à tenir compte de ces départements qui sont en grande partie sous contrôle des gangs? Est-ce que le vote électronique peut aider en ce sens? Sans doute, parce que le vote électronique, tu vas devant une urne et après que tu as donné ta signe, ta carte d'identité nationale, on voit que tu es sur la liste, tu vas devant l'urne et il y a comme une image d'ordinateur. Tu presses un bouton, apparaît la photo de la personne que tu veux voter. Et alors tu presses un autre bouton vert. Voilà. C'est tout. Et c'est compté et personne ne peut le toucher, ton vote. Ça, on pourrait le faire très rapidement, très facilement. Et surtout, on n'aurait pas cette attente interminable de la dépuration des votes, n'est-ce pas? Parce qu'entre le moment que l'urne ferme, qu'on ne peut plus voter, et le moment de l'annonce par le CEP de résultats, vous savez que le pays est en attente insupportable. Tu me permets de faire une observation. Je ne crois pas que le Conseil présidentiel transitoire a un président. Il a un porte-parole. Non, il a un coordonnateur. Il y a un coordonnateur. Il a un coordonnateur, le CPT. Un coordonnateur, un porte-parole, parce que c'est un collège présidentiel. Les décisions sont prises par majorité à l'intérieur de ce collège. C'est lui qui exprime, qui est la face transitoire, est un porte-parole, un coordonnateur. Je ne crois pas coordonnateur, je crois que c'est porte-parole d'une décision collective. Point. Parce que M. Gilles Voltaire n'est pas président parce qu'il était déjà candidat en 2010, il y a eu 1,51% de vote. Et pour moi, pour être président d'Haïti, il faut passer par le vote populaire. Merci, M. Seytenfus. On va observer la pause et on revient tout de suite après. Encore une fois, merci de votre disponibilité. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, l'ancien représentant de l'OEA en Haïti, le Brésilien Ricardo Seytenfus. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, l'ancien représentant de l'OEA en Haïti, l'ambassadeur Ricardo Seytenfus. Monsieur l'ambassadeur, vous vivez de loin ce qui se passe en Haïti. Quand vous étiez là, c'était pas ainsi. Les choses ont complètement dégénéré. Les gangs contrôlent une grande partie du pays. Et c'est en ce sens que je vous ai posé la question il y a quelques instants sur l'aide que le Brésil pourrait apporter à Haïti dans la lutte contre les gangs armés. Mais vous estimez que aider Haïti à pourvoir au remplacement des élus actuels par des élus électoraux issus d'élections libres et démocratiques, c'est en ce sens-là que le Brésil pourrait aider. Et vous avez, avant la fin de l'émission, préconisé qu'il y ait vote électronique au lieu du vote traditionnel à travers les bulletins et autres. Selon vous, ou encore, est-ce que vous pouvez partager avec nous les réponses que vous avez eues quand vous étiez en Haïti et que vous avez demandé aux dirigeants de faire choix du vote électronique? Quelles ont été les réponses que les autorités haïtiennes vous avaient données à ce moment-là? Pour justifier leur refus, évidemment.
Oui, personne ne disait non, n'est-ce pas? C'est une façon de rupture, dire non. Mais on me disait les problèmes techniques, Haïti n'a pas d'électricité à 100% sur son territoire, et il y aura des problèmes techniques, il y a des gens qui critiquent le vote électronique, enfin, ces genres de considérations. Mais on avait commencé à réfléchir avec le tribunal supérieur électoral brésilien de faire un essai à l'époque avec des étudiants de l'université de Quisqueya pour élire, je sais pas, la Miss Quisqueya, pour élire les dirigeants du directoire central des étudiants de Quisqueya, enfin faire un exercice en grande nature pour que on puisse voir comment cela pourrait marcher en Haïti. Et finalement, même les Haïtiens qui ont dit ceci, mais également à Washington, on dit non, mais il y a des pays qui ne s'adaptent pas au vote électronique, il peut y avoir des corruptions, des ventes des machines électroniques. Or, le Brésil allait prêter les machines, allait les mettre au point, les machines. On a un renouvellement permanent technique des machines à voter, n'est-ce pas? Donc le Brésil a un stock de machines qui pourrait prêter facilement, mais il faudrait une assistance technique. Donc c'est ça, on voulait pas, en fait, on voulait pas ne pas avoir la possibilité de truquer les résultats. C'est ça la conclusion à laquelle j'arrive. Tout le monde se méfie du peuple haïtien, à l'étranger et également à l'intérieur d'Haïti. Les politiciens, les partis politiques, tout le monde se méfie de vous, électeurs haïtiens. Tout le monde se méfie de votre volonté. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas le vote électronique. Revenons à la sécurité. Pourquoi, selon vous, le Brésil ne fournit pas des armes offensives aux forces armées d'Haïti? Pourquoi? Ça, c'est une vieille, une ancienne question. Depuis 1995, comme vous savez, les forces armées ont été supprimées par le président Jean-Bertrand Aristide, ont été remplacées par le PNH, et le PNH a toutes les difficultés du monde, malgré la coopération. Il a la coopération internationale de ce que j'appelle le trident impérial, le Canada, les États-Unis et la France. Il a mainmise de ces trois pays sur le PNH, à toutes les difficultés du monde, de se procurer des équipements adaptés et modernes. On arrive, Wendell, au paradoxe que les gangs sont très bien armés avec des armes modernes et la PNH, il y a encore quelques semaines en arrière, n'avait pas les moyens de les affronter avec de vieux équipements. Donc, pourquoi? Parce que l'idée centrale, toute vraie, mais également légère, superficielle, disant ces armes qu'on transmet à la PNH vont se retrouver entre les mains des bandits. Or, quand on sait que les armes viennent dans des conteneurs, même avec des donations des vêtements, même à travers des supposées églises, viennent de Miami vers Haïti, n'est-ce pas? Au de la frontière, on passe par la frontière de la République dominicaine. Donc, tout le monde demande qu'il y ait un boycott aux armes pour les gangs et une permission pour les armes pour la PNH. Le Brésil a dû subir cette constatation et je crois qu'il y a un moment donné, nous avons fourni quelques revolvers de main, Taurus, fait quelques exercices de tir avec les policiers fédéraux, mais c'est tout. Donc la PNH, c'est la mainmise, le monopole de ces trois pays. Je vous rappelle que depuis 1998, le Canada a un rôle fondamental à PNH, mais les États-Unis également et la France également. Même dans l'académie de police, pour faire le curriculum, pour faire les cours de formation, la PNH, on n'a pas accepté qu'il y ait des instructeurs, qu'il y ait des professeurs, qu'il y ait des professionnels latino-américains y participent. Donc, la PNH, c'est une affaire de ces trois pays. Ce n'est pas une affaire latino-américaine. Et on a essayé de briser ce monopole et on n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'on se disait, on veut le latino-américain à la MINUSTAH. Je rappelle, il y a eu des moments que 73% des militaires
au service de la MINUSTAH venaient de l'Amérique latine. La MINUSTAH, c'est le présent. Mais on ne veut pas que l'Amérique latine se mêle de l'avenir. L'avenir, c'est la PNH. Et alors, on a décidé on aurait 14 000 policiers en Haïti. C'est un chiffre minimum, bien au-dessous des normes internationales. Et maintenant, on a 10 000. Et en fait, il y a 5 ou 6 000 qui sont opérationnels. Les autres sont administratifs. Et on veut que cette police soit capable de maintenir l'ordre des 10 ou 11 millions d'habitants. C'est impossible. Pour que vous ayez une idée, la moyenne internationale pour 100 000 habitants, c'est 3 et 3,4 policiers. En Haïti, il y a un policier. Un policier, et encore, ceux qui sont opérationnels, c'est 0,5, donc un demi-policier pour 100 000 habitants. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la société haïtienne, c'est une société pacifique. Avant ces éruptions de violence, Haïti arborait des chiffres de violence du niveau cubain, c'est-à-dire 6-7 assassinats par année pour chaque 100 000 habitants, c'est rien. Au Brésil, on a 35 assassinats pour 100 000 habitants par année. Il y a des États de la Fédération brésilienne qui ont 60-65 assassinats. Donc, beaucoup plus violent qu'Haïti. Donc Haïti connaît cette situation est épisodique. Épisodique, ça a commencé auparavant. Il y a des moments, c'est très lié à la politique, n'est-ce pas, comme on sait. Mais toujours quand il y a des crises politiques, il y a des violences. Et on est dans une crise politique sans fin en Haïti, surtout depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et voilà, on est dans cette situation intenable. Et on essaye de faire en sorte que la communauté internationale, qui n'est pas communauté, c'est au plus une société internationale avec des intérêts divergents, puisse participer. Avec Trump, cela va être plus difficile. Tant qu'on n'aura pas des possibilités de résoudre des problèmes géopolitiques qui se trouvent aujourd'hui sur la table de négociation, je dis Gaza et l'Ukraine. Donc tout cela est lié et je vois très mal comment on va entrer dans une négociation pour une participation, pour une énième participation de l'international dans la crise haïtienne. La dégradation du climat sécuritaire en Haïti serait le résultat d'un certain travail mal fait par la communauté internationale. On souligne aussi l'implication des acteurs locaux, nationaux, des hommes d'affaires, des leaders politiques comme étant les principaux responsables de cette insécurité que l'on vit actuellement. Est-ce que c'est votre point de vue, M. Seyten Fus? Écoutez, moi je constate deux choses. D'abord, je constate l'insécurité croissante et intenable et insupportable pour la population haïtienne. La deuxième chose que je constate, c'est que ces sanctions qui sont prises aux Nations Unies, non, parce qu'il y a des preuves et elles sont très restreintes. Mais par des pays de façon unilatérale, comme par exemple le Canada ou même les États-Unis, contre des politiciens ou des hommes ou des chefs, des responsables économiques haïtiens, font faillite lorsqu'ils ne présentent pas de preuves et qui ne donnent pas la possibilité que ces accusés se défendent. Donc, c'est trop facile de dire l'élite haïtienne, l'élite politique et économique haïtienne est derrière les gangs. Il me faut des preuves, il faut donner la parole aux accusés, il faut qu'ils puissent se défendre. Si effectivement ils le sont, et j'espère que la justice haïtienne, sans beaucoup d'espoir évidemment, va faire son travail, mais elle ne l'a pas fait. Mais on ne peut pas d'une façon unilatérale, parce qu'on est puissant, l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, la France, prendre des mesures, des rétorsions, mesures de représailles, mesures de condamnation contre des personnes sans leur donner le droit de se défendre. Les sanctions des Nations Unies sont dans un cadre légal, ce qui n'est pas le cas des autres que je viens de mentionner. Dans le cadre légal, et vous voyez que c'est beaucoup plus difficile, le nombre et la liste des accusés
est beaucoup plus restreinte, n'est-ce pas? Donc, pour moi, il ne faut pas qu'utilisant cette crise haïtienne, on règle des problèmes des leadership, les problèmes politiques qu'on a avec un tel ou un tel. Il faut faire en sorte que ceux qui sont accusés puissent avoir leur mot à dire. Revenons à Donald Trump, M. Seitenfus. Est-ce que la politique d'Amérique, d'abord de l'administration Trump, offre l'opportunité à Haïti de développer une politique étrangère plus indépendante, selon vous, notamment rompre avec certains pays, dont Taïwan, et établir des relations diplomatiques avec la Chine, par exemple? Ça, c'est les grands nœuds gordiens de la diplomatie haïtienne, n'est-ce pas? On sait très bien le rôle grandissant que la Chine a pris, surtout du point de vue économique, mais également commence à avoir un rôle politique. On voit dans le Conseil de sécurité, mais militaire. On voit également dans le maire de Chine, le maire du Japon, que la Chine a pris ces derniers temps. Il y a très peu de pays qui continuent à appuyer Taïwan et qui n'ont pas de relations diplomatiques formelles avec la Chine continentale. Je ne veux pas donner des conseils ni mon avis sur cela. C'est aux Haïtiens et au gouvernement légitime et légal haïtien qui doit décider, issu des élections démocratiques. Mais c'est évident que lorsqu'on a 95% des États du monde qui reconnaissent la Chine continentale comme une seule Chine, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de relation avec Taïwan. Et je crois qu'il y a une majorité qui a raison. Et Haïti devrait réfléchir sur cela. Et seulement avertir les États-Unis qu'ils vont changer de position. Je sais que Taïwan est très actif en Haïti avec des projets économiques, des projets qui donnent des résultats, mais la géopolitique internationale des conseils qu'Haïti continue à suivre cette ligne. Je ne peux pas aller plus loin, je ne veux pas me mêler de cette histoire, je donne mon avis, point. Mais c'est les dirigeants légaux et légitimes et démocratiques haïtiens qui doivent décider. Selon vous, qu'est-ce que les autorités haïtiennes doivent attendre de l'administration Trump? Je crois que la pire des choses, l'indifférence. C'est la pire des choses. Ni l'agressivité, ni la coopération, mais l'indifférence. Je crois qu'ils vont faire le minimum possible pour Haïti. Le minimum. Ils ne vont pas trop se mêler. Et c'est pour cela, Wendell et téléspectateurs, téléspectatrices, que certains dirigeants actuels et certains politiciens haïtiens commencent à sortir leurs griffes parce qu'ils se rendent compte que Trump va plus ou moins laisser de côté Haïti. Sauf si Haïti devient un volcan explosif, n'est-ce pas, qui n'est pas le cas, ce n'est pas la veille. Mais tant que cette hécatombe reste sur les terres haïtiennes, ils ne vont pas trop se mêler. Il est avant tout un isolationniste et il ne va pas envoyer de Marines en Haïti. La coopération va se faire d'une façon très tiède et seulement quand il y aura le désespoir qu'ils vont agir. Il y a des observateurs qui pensent que l'avènement au pouvoir ou encore le retour de Donald Trump est une bonne chose, pourrait se révéler une bonne chose pour Haïti. Est-ce que c'est votre point de vue? Je ne sais pas ce que ça veut dire une bonne chose. Si ça veut dire ce que je viens de dire, il y a une question de perspective, n'est-ce pas? Je crois qu'il va être indifférent. Il est indifférent. Et c'est une bonne chose pour que Haïti prenne son destin en main. Ça, c'est une bonne chose, oui. C'est une bonne chose qu'Haïti puisse être responsable, les Haïtiens être responsables de l'avenir de leur pays. C'est une bonne chose, oui, c'est une bonne chose. Avez-vous une idée, monsieur l'ambassadeur, de ce que font les autorités brésiliennes pour accueillir les immigrants
de façon massive que les États-Unis s'apprêtent à déporter? Écoutez, le Brésil était le seul pays pendant plusieurs années, depuis 2012, à avoir une politique très largement ouverte pour l'accueil des Haïtiens. On n'exigeait rien. On ne faisait même pas un examen de santé. Vous voyez, il y avait le choléra en Haïti. Donc, il fallait uniquement payer $200. Il y avait un document d'identité, de voyage, un passeport, et voilà. Et voilà. Le problème, c'est que a commencé à avoir un trafic également dans ces conditions. Des avocats se sont mêlés. Et dernièrement, il y a quelques mois, le Brésil a décidé de restreindre cette politique d'accueil. C'était le seul pays du monde qui le faisait. Je suppose, c'est à cause de la pression ouverte au tacite de la nouvelle administration des États-Unis. Parce qu'on sait qu'une partie importante, 30, 40, 50% de ces Haïtiens qui viennent en Haïti vont se retrouver quelques mois plus tard à la frontière nord du Mexique pour essayer d'entrer aux États-Unis de façon illégale. Donc, le Brésil a pris le devant, il a pratiquement coupé, il y avait des vols dernièrement encore, des vols charter qui partaient des Cap-Haïtiens et du Port-au-Prince en direction du Brésil, c'est le seul vol qui fonctionnait. Maintenant, c'est fini. Je crois que le Brésil va accueillir ces Haïtiens comme il l'accueille toujours, mais ils vont pouvoir entrer, ils vont pouvoir s'intégrer. Il y a des milliers aujourd'hui, une centaine de milliers d'Haïtiens qui sont intégrés, même des familles, je connais quelques-uns, qui sont très bien intégrés au Brésil. Et je crois que le Brésil va les accueillir en offrant les conditions d'appui social, d'appui de sécurité sociale et ne promettant pas l'emploi, mais le Brésil aujourd'hui est presque en plein emploi, donc il n'aurait pas de difficulté pour qu'il trouve un emploi au Brésil. Un dernier mot, monsieur l'ambassadeur. Un dernier mot. Oui. Je vous remercie beaucoup de l'invitation, Wendell. Je salue les téléspectateurs, téléspectatrices, les auditeurs, auditrices. Malheureusement, on n'arrive pas à écouter les derniers propos de l'ambassadeur. Vous nous recevez là maintenant? Oui, je vous reçois. Très bien. Je peux parler? Oui, vous pouvez parler. Alors là, on reprend pour nous pour les derniers mots. Et puis, je voudrais aussi vous demander à quand la sortie du dernier livre sur Haïti. En guise de dernier mot. Le livre, c'est écrit à contre-courant au fil du temps. Haïti 2007-2024. Ça va sortir au plus tard, au mois de mars, par ces 3 éditions à Port-au-Prince. Encore une deuxième observation. Je souhaite tout ce qui est possible de souhaiter du bon au peuple haïtien, qui se fasse dans le délai promis par le Conseil présidentiel transitoire la réforme constitutionnelle et les élections au mois de novembre, et qu'on adopte le vote électronique. Comme ça, vous, peuple haïtien, vous pouvez avoir droit à la parole. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, j'étais content de pouvoir renouer contact avec vous, Monsieur Seitenfus. Passez une bonne journée et l'on espère pouvoir se reparler bientôt, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, l'ancien représentant de l'Organisation des États américains en Haïti, l'ambassadeur Ricardo Seitenfus. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.